Bonjour à toutes et à tous. En avril dernier, je vous parlais de l'ère de révélation, l'event sur le long terme, sur 3-4 mois des épisodes des X-Men. Cette période est terminée et Panini a relancé un mensuel X-Men qui s'appelle Shadows of Tomorrow, les ombres de demain, les ombres du lendemain, qui est un point, on va dire, d'entrée sur l'univers X-Men, donc il suit la période, l'ère de révélation. Rappelons que l'ère de révélation était un event un peu particulier, qui était un hommage à Age of Apocalypse, l'ère d'Apocalypse, dans lequel vous avez Cyclope et le Fauve qui se retrouvent propulsés dans un futur hypothétique de la Terre pour découvrir en fait que la Terre a été domptée, envahie, non peut-être pas envahie, en tout cas maîtrisée par Révélation, Doug, hein, en fait, un ancien nouveau mutant qui donc a mis sous sa coupe ce futur hypothétique. Et c'était une période pour Marvel, c'est durant 3-4 mois, je crois, de publier plein de titres qui nous montraient donc cette ère de révélation. Et puis, cette ère s'est terminée, Cyclope est revenu sur Terre, et donc le faux, c'est un petit peu plus compliqué comme on va le voir. Et donc, c'est le démarrage d'une nouvelle période où Cyclope est de retour, et où il va y avoir une sorte de relance des titres X-Men, et de remodelage des titres X-Men, on va dire. Bon, dans cet album, vous avez, je lis, les X-Men 23-24, Uncanny X-Men 22, Wolverine 14, donc ça c'est pour les séries qui étaient déjà en cours et donc qui se poursuivent dans cette nouvelle collection, qui évidemment redémarre au numéro 1, hein. Enfin je veux dire, c'est Panini, maintenant on a l'habitude, c'est ce qu'ils font régulièrement. Et puis, viennent s'ajouter des mini-séries, dont c'est le démarrage au numéro 1. C'est Inglorious X-Force, Rogue, donc Malicia, numéro 1, et Magic and Colossus, numéro 1. Est-ce un bon point d'entrée? Est-ce que vous pouvez commencer à lire les X-Men avec, ce numéro? Et qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, écoutez, on va le découvrir ensemble, puisqu'on va les feuilleter, ces épisodes, et ça va vous permettre de voir un petit peu ce que ça donne et de connaître mon avis sur la question. A tout de suite. On y va, on va attaquer la lecture et le feuilletage donc, de ce Shadows of Tomorrow. Voilà, c'est ce petit bandeau au-dessus de X-Men qui vous permet de savoir que vous êtes dans cette période des ombres de demain. On est dans une charte graphique qui ressemble en tout point aux albums X-Men, hein, depuis plusieurs années. Là, Panini ne change pas. Vous voyez, on a toujours ce dos noir, très sobre, cette arrière qui ressemble... c'est la même charte graphique d'ailleurs que la période précédente, hein. Donc vraiment, vous voyez, hein, graphiquement, c'est vraiment la même chose. Petite pub pour les Marvel Zombies. C'est parti, vous avez le sommaire, une petite introduction de Cédric Callas. Et on y va donc avec le X-Men 23, scénarisé par Jed McKay, Tony Daniel, le petit résumé qui vous explique ce qu'il faut savoir avant de vous lancer. Vraiment, pour le coup, effectivement, c'est bien fait, parce que ça explique rapidement ce qu'a été l'ère de révélation, et puis ce qu'il faut en retenir. Donc, une des particularités, hein, c'est que, en fait, vous avez Cyclope qui revient, mais le fauve, ça s'est pas tout à fait passé comme on pouvait l'imaginer. Bon, on y reviendra dans quelques instants. Vous avez les membres de l'équipe. Bon, vous voyez, il y a du monde, hein. Vous avez même des personnages que je connais pas forcément super bien. Bon, alors, c'est le retour de Cyclope, c'est le retour aussi de Doug. Et puis là, d'un coup, Cyclope est immédiatement. Alors là, vous voyez, on est pile dedans. Cyclope, il subit une attaque télépathique. On se demande un petit peu ce qui se passe. Et donc immédiatement, ça déclenche une baston. Vous avez Psylocke qui arrive aussi. Bon, on est vraiment dans le... Voilà, quoi, ça démarre direct. Et vous avez Cyclope qui manque de défoncer Révélation, tout simplement. Donc voilà. C'est pas... Alors, donc ils ont mis Cyclope au cachot. Voilà, donc, et lui-même s'interroge sur qu'est-ce qui peut bien se passer. Et vous avez Doug Ramsey qui discute avec, comment elle s'appelle déjà? Alors, autant les personnages historiques, je les connais, autant les nouveaux. C'est Bay, Lune Rouge. Voilà. Bon. Euh, Graphiquement, moi, je suis pas super fan, quoi. Alors que j'adore Tony Daniel, quoi. Mais là, je sais pas ce qui se passe. C'est pas super, quoi. Je suis pas emballé par ce que fait Tony Daniel. Alors, c'est Marc Morales qui est au dessin, alors, à l'ancrage, pardon. C'est peut-être l'ancrage de Marc Morales, mais là,
Bon, alors Cyclope, il s'échappe, hein, évidemment. Ça va être une des façons de lancer le truc, hein. Donc, il s'échappe et bah, il va tout simplement comment dire, euh, il va tout simplement euh, bah, se barrer. Et puis, vous avez aussi Doug Ramsey qui se barre. Donc, résultat, Doug Ramsey se barre avec Warlock et puis Lune Rouge. Bon, voilà. Il se passe pas grand-chose quand même, hein, dans cet épisode. Enfin, moi, je trouve que c'est... Et puis, je vous dis encore une fois, graphiquement, c'est pas super, quoi. Vous avez le deuxième épisode, l'épisode 24, qui lui s'intéresse... Alors, c'est même pas les mêmes X-Men, c'est un autre groupe de personnages, dirigé par Cassandra. Voilà, bah, le voilà d'ailleurs, ce groupe de persos, qui sont, on va dire, des ersatz d'X-Men un peu du mauvais camp. Vous avez Wire, voilà, qui est là. Astra. Bon, vous avez Joseph qui est le clone Wish de Magneto. Bon, sincèrement, je suis assez perdu dans ce qui est raconté parce que je retrouve pas mes X-Men. On sent qu'il y a une grande révélation qui doit arriver et la voilà en fait, c'est que le fauve qui dirige discrètement ce groupe, bah en fait c'est le fauve du futur de révélation. Bon, alors pourquoi pas, hein, mais voilà quoi. Je suis pas méga emballé. Alors, le Tony Daniel que j'aime bien, bah, je le retrouve pas. Voilà. Donc là, lui, c'est un vilain. Alors, il s'appelle Schwarzschild. C'est un personnage que je connaissais à peine. Bon, il le défonce parce que ben, on apprend qu'il va trahir dans le futur. Donc, bah, il décide de le buter tout de suite. C'est dire s'ils sont méchants. Bon, voilà. Le directeur, c'est le fauve. Et donc, on a cette espèce de groupe qui se trouve alors, c'est pas un zeppelin, c'est un vaisseau qui se planque dans les nuages. Fin de l'épisode. Bon, 2 épisodes pour pas grand chose, hein. Et Jed McKay, là, je sais pas ce qu'il fout, mais c'est inintéressant, quoi. Heureusement, le côté historique d'X-Men va remonter le tout, puisque bah, vous avez toujours Gail Simone sur les X-Men, elle est à la barque depuis longtemps, et David Marquez au dessin aussi. On va avoir ce personnage ici qui va jouer un rôle très important dans cet épisode. Alors c'est amusant, Gail Simone, elle est toujours sur cette ligne des X-Men familiaux, feel good. Et on démarre donc par une sortie entre Kurt Wagner et une jeune femme. Donc, qui sont love interest, hein, clairement. Enfin, ils sortent ensemble. Elle expérimente les BAMF. Voilà. Et quand il rentre à la maison, bah, ses copains, les X-Men, lui font une surprise parce que c'est son anniversaire. Voilà. Bon, je trouve que c'est simple, c'est vraiment pas subtil, mais ça marche. Voilà. Gail Simone, elle arrive à recréer ce côté familial des X-Men que j'aime bien. Bon, la fête est un peu gâchée parce que vous voyez, Wolverine, qui a rajeuni a priori, tire la gueule, il a senti quelque chose, et le quelque chose, c'est donc ce personnage-là qui est Mutina, qui est un personnage de mutante, et elle veut devenir un X-Men, et alors que elle s'est présentée jusqu'à présent comme une vilaine, et donc elle se dit bah, qu'en bastonnant Logan, je vais pouvoir rejoindre le groupe pour prouver ma valeur. Alors bon, Logan, il est pas tellement chaud, et puis elle lui explique ensuite qu'au sein des X-Men de leur groupe, il y a déjà des gens qui ont un passé un peu douteux, donc bah, pourquoi pas elle. Bon, ils vont finalement se foutre sur la gueule, ce qui va être l'occasion d'un combat. Bon, David Marquez, voilà, ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est plutôt sympa. Mais bah, pour appuyer sa demande de candidature, elle va carrément s'inviter à la fête et prendre la petite copine de Wagner en otage, comme vous pouvez le voir. Et donc, bah, ça va être un petit peu compliqué. Alors, ça va être l'occasion pour pour Kurt, pardon, de discuter avec Mutina. Et c'est l'occasion d'une discussion qui est plutôt bien réussie, qui est bien dans cet aspect feel good, hein. Et ça marche plutôt bien. Et en fait, elle demande un combat contre Diablo. Et ça va être l'occasion pour nous de retrouver le Diablo épéiste, hein. Petit détail qui tue, c'est le fait qu'il tient une troisième épée avec sa queue. Et c'est plutôt chouette. David Marquez, il dessine ça plutôt bien. Bon, après, David Marquez, c'est comme Olivier Coipel, c'est-à-dire que les décors sont réduits à leur strict minimum, hein. C'est-à-dire qu'il n'en dessine quasiment pas. Donc, il ne dessine quasiment que des personnages. Donc, ils sont réduits à leur plus simple expression. Bon, après, ils sont en Louisiane, au fin fond de la campagne. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de trucs à dessiner non plus. Mais bon, voilà.
Ça se finit sur une espèce de statu quo. Bon, on verra bien à la suite. Wolverine. Alors j'avais très peur de Wolverine, hein. Wolverine 14. J'avais très très peur parce que c'était vraiment nul. Les épisodes de Saladin Ahmed étaient vraiment à chier. On a Martin Coccolo qui arrive sur le titre. Ça démarre. Donc on apprend que Wolverine vit maintenant dans le nord-ouest du Canada avec une meute de loups, mais qu'ils ont disparu. Il leur fait un hommage, d'ailleurs une offrande et un hommage. Euh, bon, il reprend la route. Il tombe sur une zone, il tombe en panne d'essence. Il faut qu'il revienne sur ses pas. Il tombe sur une station-service abandonnée. Et dans cette station-service abandonnée, il va être attaqué par ces deux personnages qui s'avèrent être des mutants. Et en réalité, dans cette zone se trouve une communauté de mutants qui veulent vivre tranquillou. Voilà. Et ils ont embauché pour assurer leur tranquillité Silver Sable, qui commence à tirer à vue directe sur Wolverine. Dans la grande tradition Marvel, c'est que on se tape d'abord dessus, on fait la paix après. Bon, Cocolo, il dessine ça de manière plutôt convaincante, même si bon, c'est pas la fête non plus, quoi, hein. Et vous avez carrément les autorités qui déboulent à la recherche de ce groupe de mutants, en fait, qui vivent planqués. Bon, bah, Wolverine et Sable, ils vont chacun de leurs coups spéciaux, c'est parti. Sauf que, bah, tout ce bazar, ça attire l'attention du département H, qui va envoyer son équipe, l'équipe de super-héros canadiens, Alpha Flight, ouais. Donc j'étais content de retrouver la division Alpha, où on devine qu'il y a Heather, qu'il doit y avoir, ça doit être Marina, il y a Arfang et Puck. J'ai hâte de les voir arriver. C'est malheureux, je suis en train de vous dire que j'ai hâte de voir arriver un groupe de super-héros dans une série de Saladin Ahmed. Pourtant, l'épisode est quand même pas fabuleux. J'espère que ça s'arrangera après. Graphiquement, j'ai eu l'occasion de feuilleter le 15. C'est pas la grande fête, hein. Voilà. Bon, Inglorious X-Force. Alors, comment dire? Vous avez Cable, vous avez Elverine qui est en fait le Deacon, le fils de Wolverine. C'est un mélange de Wolverine et de Ghost Rider. Vous avez comment elle s'appelle? Plasma? C'est pas Plasma? Si, c'est Plasma, je sais plus. Je vais l'appeler Plasma. Et puis vous avez Angel qui est là. Donc en fait, le Cable revenu du futur est un câble qui a perdu la mémoire et il va décider de recomposer l'équipe qu'il avait avant, de recomposer X-Force. Donc cet épisode, c'est l'épisode, vous savez, où en fait, c'est Big Bang, c'est pas Plasma. Voilà, boum boum. Parce que sur son bras, il y a gravé les noms des gens qu'il doit contacter pour reformer le groupe. Donc il va les chercher. Donc c'est l'épisode d'introduction où Cable vient chercher les personnages pour construire, pour fabriquer son équipe. Voilà. Alors il y a un croisement avec Miss Marvel, qui est plutôt pas mal fait, où elle refuse de rejoindre le groupe parce que elle aime pas du tout la mentalité de X-Force. Bon, voilà. Comment vous dire? C'est pas, il y a des moments de dessin qui sont pas mal, et puis il y a des moments de dessin où là par exemple on se sent un peu en perdition, et on découvre à la fin, alors c'est une des surprises, des cerises sur le gâteau du scénariste, hein. C'est qui le scénariste déjà? Je sais même plus. Je sais même plus qui scénarise ça. Tim Seeley. Tim Seeley qui pourtant est un bon, enfin, c'est un scénariste qui aime bien tout ce qui est un peu horrifique, et c'est plutôt pas mal ce qu'il fait d'habitude, mais là. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, la petite surprise, c'est en fait que un des mecs qui va être dans le groupe, Cable, sait qu'il y a un des leurs qui va les trahir. Voilà. Bon. Alors, une autre des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce magazine, c'est la série Rogue. J'étais un peu curieux de voir ce que ça allait donner. C'est Erika Schultz et Luigi Zagaria qui sont dessus. Alors, c'est pas pour les auteurs, hein, c'est vraiment pour Malicia. C'est un personnage que j'aime bien, Malicia, et j'ai toujours été étonné qu'il n'y ait pas eu plus de séries Malicia que ça par le passé. J'ai souvenir qu'il y en avait une dessinée par Mac Virengo, ça remonte aux années 90, et j'ai pas souvenir qu'en autant il y en a eu d'autres où Malicia était en solo. Peut-être que je me trompe, hein, vous pouvez mettre ça en commentaire si je me plante. Donc ça démarre par une Malicia qui bastonne quoi c'est pas un lamentin, c'est quoi? Je sais plus. Un opossum, voilà. C'est un opossum géant. Bon, déjà, je me dis, là, ça part mal. Même si graphiquement, c'est plutôt pas mal. Je trouve que Zagaria, là, il fait quelque chose qui est plutôt chouette. Et donc, c'est l'occasion déjà de nous montrer la force comment dire, de Malicia. Et pendant la baston, en fait, elle va repérer cet étrange personnage en fauteuil qui a une cicatrice au niveau de la bouche. Et elle a un flashback de son passé où elle se voit dans les locaux de l'opération Pegasus
avec où elle voit en fait dans le sabre mutiler cette personne. C'est Stelton, pardon. Et donc elle va faire une obsession sur ce mec. C'est-à-dire qu'elle va se dire mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai un flash de ce mec? Et donc elle va expliquer à son compagnon Gambit qu'il faut qu'elle trouve, faut qu'elle, ça la turlupine, il faut qu'elle trouve ce qui s'est passé et quels sont ses souvenirs. Parce que vous voyez, elle commence à avoir des souvenirs un peu bizarres avec Dansab qui l'aurait tué, enfin bon, bref. Il faut qu'elle parte à la recherche de son passé. C'est l'excuse qui est trouvée par Erika Schultz pour la mettre en marche, en fait, dans une série solo. Et elle quitte donc temporairement, évidemment, les X-Men pour aller retrouver celle qu'elle considère comme sa mère, qui est donc Mystique et Destinée. Et donc, on découvre une Mystique mal en point, parce qu'elle est toute vieille. Voilà. C'est bon, graphiquement, c'est pas mal. Je trouve que c'est assez sympa ce qui est fait. Je trouve ça chouette. Et puis, ce qui se passe, c'est que a priori, Mystique a un gros truc à dire à sa fille adoptive, mais on sait pas quoi. Voilà. Donc, bon. Un petit côté Charles Xavier, je trouve, qui est plutôt bien vu aussi. Voilà. Mais euh, j'avoue que je ne sais pas pourquoi elle est toute comme ça. Alors, a priori, c'est expliqué. Les pouvoirs métamorphes de Mystique ont été altérés dans Mystique 5. Il y avait eu une série Mystique dans le précédent volume des X-Men. Magie et Colossus, Ashlen Allen et German Peralta qui sont dessus. Ça aussi, c'est une des séries pour lesquelles j'ai acheté cette, ce premier numéro. J'étais curieux de voir une série avec Magie et puis Colossus. Je me rends compte que c'est le même dessinateur de couve l'une et l'autre. Donc, je trouve, il y avait probablement quelque chose d'assez intéressant à faire. Alors, Ashley Allen fait quelque chose de pas mal. C'est pas hyper emballant, mais c'est pas mal. On a d'abord droit à un flashback. Colossus qui s'en veut. On découvre que dans les bois de Russie, il y a une bestiole un peu bizarre. Colossus intervient, mais il veut pas vraiment tuer la créature. Et c'est Magie qui va débouler et qui, elle fait pas dans la demi-mesure. On a un Colossus qui est un peu perdu, qui est en quête de rédemption, parce qu'en gros, partout où il va, ça se passe mal. Et ils vont se retrouver tous les deux à affronter. Alors, comment elle s'appelle? Un adversaire qui est-tu? Blabla. La Dame du Midi, donc qui est une espèce de sorcière, on va dire une sorcière élémentale du folklore russe. Alors, vous voyez, elle a 4 pupilles, parce qu'en réalité, elle peut se dédoubler en 4 entités, donc liées aux éléments. Et donc ça va être l'occasion de la baston entre Magie et puis Colossus et puis cette Dame du Midi. Bon, il y a quelque chose qui est assez sympa, je trouve, d'avoir ces deux frangins, enfin cette sœur et ce frère ensemble. Il y a un renversement, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser que Colossus c'est la grosse brutasse et que elle va être subtile, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est elle la grosse brutasse et Colossus, au contraire, plutôt assez fin, un peu réservé, voire effacé. Ça, graphiquement, je trouve que ça fonctionne pas mal. Euh, 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 la scénariste, Ashley Allen, je pense que c'est une femme. La scénariste, elle trouve le ton juste. Maintenant, il va falloir qu'elle nous raconte quelque chose, quoi. C'est-à-dire que c'est un épisode de mise en bouche. Il y a apparemment un grand vilain qui tire les ficelles derrière, qui est ce personnage qu'on aperçoit à toute fin. Bon, c'est vraiment un épisode de démarrage. Et on termine par des couvertures plus ou moins réussies. Voilà, Jason Burroughs, je peux pas dire que je suis fan là sur cette cover. Euh, voilà. Bon, et une dernière page qui remet en perspective notamment l'épisode que l'on vient de voir là sur Magie et Colossus. Bon, pas grand chose de neuf sous le soleil finalement, quand on regarde bien, on est dans le prolongement de ce qui s'est fait dans la période précédente. À voir maintenant comment ça va se développer. A priori, en termes de contenu, on est sur un contenu où dans chaque numéro, on va avoir du Uncanny X-Men, du X-Men et du Wolverine, avec autour les séries, des mini-séries. Je crois que dans le tome 2, il y a la suite de Inglorious X-Force. Et dans le tome 2, il doit y avoir du Storm, Tornade, et puis il y a du Génération X23, 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 X21, X21, X23, je sais plus, la fille de Wolverine. Et il y a encore une série comme ça en mini-série. Pourquoi pas? Voilà. Mais bon, elle est loin quand même la grande période des X-Men.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur X-Men Shadows of Tomorrow. Ne tentez pas cet effet spécial, c'est fait par un professionnel. Bon, mitigé quand même. Mitigé parce que... bon, moi je suis toujours en attente d'être réémerveillé par les X-Men. Je ne le suis plus depuis House of X Power of Ten. Bon, je l'étais déjà plus depuis un paquet de temps en fait. Hein. Ça fait quand même bien 10 ans que les X-Men, je suivais ça de très très loin. Voilà. Le problème avec les X-Men, c'est que la grande période des X-Men, donc celle de Claremont, Scott Lobdell, Scott Lobdell, on va pousser jusqu'à Grant Morrison, elle est terminée. Il y a quand même un paquet de trucs à lire, donc si la période actuelle nous plaît pas, on a quand même largement de quoi faire avec les anciens épisodes. Mais je reste toujours naïf, c'est-à-dire je me dis toujours, ah tiens, cette relance, peut-être que ça va me redonner envie. Bon, là, ici, pour tout vous dire, ce qui m'avait, comme je le dis dans la vidéo, c'est que ce qui m'avait intéressé, c'était l'arrivée de Tony Daniel sur X-Men. C'est sur Uncanny? C'est sur Uncanny X-Men, ouais. Non, c'était sur X-Men. C'était Tony Daniel. Et j'avoue que je suis un peu déçu par ses dessins. Je préférais largement ce qu'il avait fait ce qu'il a fait par le passé. Là, j'ai un peu l'impression que c'est bâclé. Et puis surtout, j'ai un peu l'impression que Marvel lâche l'affaire. C'est-à-dire que on n'a pas des... Enfin, moi j'avais envie d'avoir des têtes d'affiche quoi sur ces séries. Bon, alors Jed McKay, c'est un des scénaristes qui a le vent en poupe chez Marvel en ce moment, mais ça me fait pas spécialement rêver. Gail Simone, c'est sympa ce qu'elle fait, mais ça reste juste ça, ça reste sympa ce qu'elle fait. C'est un manque d'un souffle, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aurais envie que Marvel me montre qu'il y croit, qu'il met des gros dessinateurs sur les séries, des gros scénaristes. Là, voilà, c'est pas inintéressant. Je pense que je prendrai le tome 2 et je vous en ferai peut-être un retour, mais on a l'impression qu'ils y croient plus. Et puis moi, me mettre des dessinateurs que je connais pas et qui sont pas forcément... ça fait pas rêver, quoi. Hein. Enfin, Martin Coccolo, là, c'est pas fabuleux quand même ce qu'il fait. Enfin, je trouve qu'il avait fait beaucoup mieux par le passé. Luigi Zagaria là, sur Malicia, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus. Bref, je trouve qu'ils ont du mal à donner envie. Yerman Peralta là, sur Magie et Colossus, c'est pas moche ce que fait ce dessinateur. Mais c'est juste que moi, quand je lis son nom, je fais pas waouh. Et donc j'ai envie d'y croire et en même temps, je vois bien que là, ça prend pas. Donc je pense que non, c'est pas After Shadows of Tomorrow, ça sera pas encore pour ce coup-ci que je commencerai à relire régulièrement et sur le long terme du X-Men. Et c'est bien dommage. Moi, je suis dans l'attente en fait d'un Grant Morrison. Alors, je dis pas que Grant Morrison doit revenir sur X-Men, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais d'un type qui chamboule tout, comme l'ont fait Grant Morrison, comme l'ont fait Jonathan Hickman avec House of X Power of Ten. J'attends ça, voilà. J'attends pas forcément qu'on revienne sur le statu quo initial, le manoir des X-Men, le professeur Xavier, etc. etc. C'est pas du tout ça. Mais j'attends que quelqu'un vienne mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et propose quelque chose de vraiment frais et nouveau qui me redonne envie de croire aux X-Men. En attendant, vous avez pu découvrir ces épisodes, vous connaissez mon opinion. À vous de voir si vous voulez y aller. Ça coûte 16€. C'est sorti, je crois que c'est sorti tout début du mois de juillet. C'est vous dire à quel point j'ai du retard. Oh, c'est peut-être même fin juin, vous voyez. Le 2 est encore en librairie et je pense que j'essaierai le tome 2, ne serait-ce que pour connaître la suite de Wolverine. Bref, allez, sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous, lisez des comics. Salut, ciao.